Je suis un faux déconnecté, je suis un ermite d'opérette. Il faut ouvrir les atlas, il faut avoir de l'imagination, il faut avoir un peu de temps. Donc il faut tout éteindre. J'aime pas beaucoup qu'on utilise la défense de la nature comme un tremplin ou comme un échelon de l'échelle qui vous mènera au plus haut poste. Si vous vous éclipsez en débranchant tout cet appareillage de surveillance, à ce moment-là, vous devenez un vrai rebelle. Mais un rebelle par le silence, un rebelle de la non-violence. Je veux pas que mon destin soit gouverné par des puces, moi. Lire, c'est ringard. C'est vrai, mais c'est pour ça que c'est indispensable. C'était mieux avant. Non, faux. La liberté est sacrée. Oui, pour moi, c'est la vertu qui coiffe toutes les autres et de laquelle découlent toutes les autres qualités. Je m'appelle Sylvain Tesson et je suis né en 1972. Je suis écrivain voyageur. La haine vient de l'ignorance. Vrai. Je n'utilise aucun réseau social. J'utilise uniquement les réseaux asociaux. Il n'y a pas de sous-culture. Faux. Je suis féministe. Il faut définir ce qu'on entend par féministe. Je suis sûrement pas pour l'idée que l'égalité règne partout. Refuser le progrès, c'est un luxe. Je ne sais pas. Les machines nous rendent moins libres. Oui, par définition, la machine ne nous rend pas libres, puisque quand on passe de la technique à la technologie, on passe de la machine qui est un instrument qui prolonge votre action et votre besoin à un appareil dont on est le serviteur. L'homme a perdu le lien avec la nature. L'homme ne perdra jamais le lien avec la nature puisqu'il est la nature lui-même, il est un être de nature. Est-ce qu'on peut encore vivre des aventures au XXIe siècle? Est-ce qu'avec nos téléphones portables, on est enchaîné à nos réseaux sociaux et au scroll infini? Et enfin, est-ce que nos aventures doivent se faire au détriment de la cause écologique? Ces questions-là, je les ai posées à Sylvain Tesson, aventurier, écrivain. Il raconte dans son dernier ouvrage Les piliers de la mer comment il a gravi ces piliers qui se dressent en face des falaises, des piliers qu'il a parcourus sur la terre entière. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bonne vidéo. On parlait tout à l'heure un peu avant du fait que vous n'avez pas de téléphone, que vous vous inscrivez un peu en marge de la société moderne de ce point de vue-là. Est-ce que justement c'est ça aujourd'hui être marginal? C'est ne pas s'inscrire justement dans cette société connectée? Non, mais il y a des milliers de réponses possibles à votre question, être marginal. Alors, de deux choses l'une, soit on y répond en faisant résonner toute l'extraordinaire polyphonie d'un concept comme la marginalité, qui peut s'exprimer esthétiquement, spirituellement, amoureusement, physiquement, anatomiquement, politiquement, intellectuellement, soit on décide d'utiliser une modalité binaire de réponse. Alors dans ce cas-là, je dirais oui, être marginal aujourd'hui, oui, effectivement, binairement, oui, c'est de refuser la grande matrice du dispositif digital. Voilà, on peut dire ça. Mais je ne le dirai pas, parce que je suis pas binaire. Mais justement, si on n'est pas binaire. Alors comme je suis pas binaire, je pense qu'il y a des milliers de manières d'exprimer sa marginalité, parmi lesquelles il peut y avoir celle de refuser tout l'appareillage de diminution. C'est un appareillage de diminution des capacités humaines qui est la prothèse numérique, quoi. Qui non seulement est une prothèse, mais qui en plus est un signal de contrôle, d'autocontrôle. Je me signale à la société pour qu'elle me contrôle. Alors quand on veut vivre derrière les paravents, et sans recourir à toute cette gadgeterie qui finalement non seulement vous encombre, mais vous désapprend à comprendre le monde et à y circuler, eh bien, on rentre dans une petite forme de marginalité parce que tout devient un peu plus compliqué. Mais attention, j'apporte un bémol à cette prétendue marginalité parce que je suis entouré d'amis qui m'aident beaucoup. J'ai une vie très facile. Dès que j'ai un besoin, j'appelle quelqu'un qui me rend un service. Et donc, voilà, je peux pas dire que je sois complètement coupé. Puis, regardez, la preuve, c'est que on s'est contacté et que je suis devant devant vos appareils, donc ça prouve bien que je ne suis pas si coupé que ça. Si je décidais vraiment de rentrer dans la marginalité radicale du stack, vous ne m'auriez même pas rencontré et vous ne m'entendriez pas. Donc moi, je suis un faux déconnecté, je suis un ermite d'opérette, et sauf que quand on est dans une époque où il y a une grande mutation technique qui a décidé finalement de réappareiller l'humanité, de réécrire le poème initial, il faut bien qu'il y ait 2 ou 3 vieux acariâtres qui jouent la partition de la contradiction. C'est comme le vieux con qu'on invite dans le dîner
d'amis et qui tient la partition de l'amertume, de la nostalgie, et puis après on va le coucher, quoi. Bon, ben, il faut bien des animaux empaillés au milieu de la fête. C'est vous le vieux con du dîner? Ben non, je fais la vieille chouette, ouais, bien sûr, mais avec beaucoup de lucidité. Et puis, très franchement, ça m'empêche pas d'aller grimper dans les montagnes et d'aller traverser à la nage les chenaux entre la falaise côtière et les piliers de la mer. Vous avez dit dans une autre interview, notre époque est conduite par l'extase technique, on est soumis à la statistique, le chiffre a remplacé le verbe. Est-ce que vous avez une sorte de mépris de notre époque? Non, mais un mépris non, parce que le mépris m'est assez étranger comme humeur, si vous voulez. J'ai une grande angoisse, une grande terreur, oui, ça c'est vrai. Et un léger dépit, une incompréhension. Mais comme je connais toutes les voies d'échappée, moi je continue à être très heureux. Mais ce que je vois d'une époque qui a décidé que son salut passait par la technique et que la meilleure expression du mystère du monde passait par le chiffre, eh bien je suis complètement étranger en fait. Non, j'ai pas de mépris. De même que par exemple j'ai pas de mépris pour la langue chinoise ou pour le théâtre No, mais je ne le comprends pas. Eh bien c'est exact. Je comprends pas. Sauf que le chinois et le théâtre No, mon incompréhension m'intéresse, m'aiguillonne, excite ma curiosité pour essayer de comprendre le miracle de l'idéogramme ou la difficulté scénographique du théâtre No. Tandis que le nouveau discours numérique, la sotériologie de l'humanité, c'est-à-dire la théologie de son salut par l'espèce d'énorme expansion de l'algorithme mondial et du digital, tout ça me semble absolument inintéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intéresse pas en fait. C'est une langue que je ne comprends pas, mais je n'ai aucun mouvement pour aller vers elle. Parce que je trouve qu'il y a encore tellement de choses à découvrir dans le monde que je ne connais pas et qui pour le coup m'enthousiasme, que j'ai envie de faire aucun effort pour essayer de mieux me mettre au parfum. Est-ce que plus ça avance, justement, vous disiez votre inquiétude du monde moderne dans lequel on est aujourd'hui, est-ce que plus on va avancer dans cette modernité, moins on sera libre et moins on sera capable de faire des aventures et moins ce sera même permis d'avoir des aventures? Peut-être. Je ne sais pas. Je m'interroge beaucoup là-dessus. Je vois qu'en montagne, par exemple, on peut encore dans les sociétés européennes, on peut encore dans les massifs européens, on peut encore monter un peu partout sans trop rien demander sur les falaises, emmener qui on veut. Je pense que la bureaucratie administrative n'a pas encore vu qu'il y avait cet espace-là. Mais ça viendra. Ça viendra, bien entendu, puisque le principe du bureaucrate est de bureaucratiser, le principe de l'administration est d'administrer, le principe du réglementateur est de réglementer. Donc chacun va dans son sens. Et bien sûr que les libertés de détail se réduisent, évidemment. Liberté d'aller et venir, liberté de vivre à peu près comme on l'entend, dans un certain laisser-faire, notamment dans les grandes villes. Tout ça, les libertés de détail, oui, bien sûr, ce serait très rétrécissent. Mais c'est normal, puisque à proportion de l'augmentation de l'effectif démographique sur des espaces géographiques, il est normal que l'administration centrale régule les flux. Donc c'est plus difficile de se déplacer aujourd'hui qu'il y a 50, 100 ou 200 ans. Mais en revanche, notre liberté d'expression est encore magnifiquement préservée en France. Et puis, de nouvelles libertés arrivent. Des libertés d'ordre métaphysique. Le droit de mourir, par exemple. On a des libertés qui font de nous des démiurges. Des libertés quasiment olympiennes. Liberté quasiment bioéthique. Voilà, mais à proportion se réduisent les libertés de détail. Mais moi, je peux parler très longtemps de ça, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Ce que Tocqueville appelait les libertés de détail, c'est les petites libertés comportementales de la vie. Il voyait déjà au XIXe siècle qu'au fur et à mesure que les grandes villes occidentales s'augmenteraient en effectif, ces libertés de détail
diminuerait. Or, c'est peut-être celles-là qui font le sel de la vie. Trop de régulation, trop de pictogrammatique coercitive finit quand même par entacher beaucoup le petit charme ordinaire de l'existence. Mais parallèlement, on peut demander à l'État de l'aide pour mourir. Voilà, oui, ça c'est ça une liberté métaphysique. Mais là, il faut réfléchir à laquelle préfère-t-on. Je ne sais pas. Moi, je m'interroge beaucoup là-dessus. Et en tout cas, je connais une voie d'échappée qui est la haute montagne et la montagne, où là, le régulateur ne régule pas. Mais ça viendra, car la trajectoire va venir. Et l'appareillage numérique, digital, permet à l'autorité centrale, mais un contrôle absolument fantastique, qui va être de plus en plus important. Jusqu'à la puce bionique dans la peau, enfin voilà, c'est-à-dire une société prise comme une énorme cellule de contrôle des populations. Mais c'est tout à fait accepté, nous sommes consentants apparemment. On pourra s'affranchir de ça? Je sais pas, pour l'instant, l'une des voies d'échappée, c'est de partir avec une carte au 25 millième dans la nature, de ne rien demander à personne, et de tout débrancher, bien sûr. Nous sommes nombreux à le faire, contrairement à ce que... Enfin, je sais pas, il suffit d'ailleurs de rencontrer une ou deux personnes qui pratiquent ce genre de Robinsonade, et on s'aperçoit qu'il y a des petits cénacles qui ont bien établi ce lien entre l'appareillage digital et la coercition massive. C'est une forme d'anarchie douce, qui ne nuit à personne. On ne s'en prend pas à la citadelle centrale, parce que dans ce cas-là, on devient l'idiot utile du pouvoir. Hein. Plus vous cassez, plus vous allez détruire la ville, et plus vous permettez au ministre de l'Intérieur d'augmenter les lignes budgétaires d'augmentation des effectifs de CRS. Donc vous êtes l'idiot utile de ce que vous prétendez abattre. En revanche, si vous vous éclipsez par un mouvement pur de recul, par un pas de danse qui vous fait sortir du faisceau de contrôle, en débranchant tout cet appareillage de surveillance, à ce moment-là, vous devenez un vrai rebelle. Mais un rebelle par le silence, un rebelle de la non-violence, et tous les champs, tous les chemins de la forêt s'ouvrent à vous. Moi, je connais beaucoup de gens qui pratiquent ça. Seulement, on les entend pas, puisque par définition, ils débranchent le haut-parleur. Ils disparaissent. Ils reculent. Ce sont des stacks, c'est ça les pieds de la mer. Ils font comme font les écrevisses. Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Ça, c'est Apollinaire, il avait bien vu ce mouvement. Il faut sortir du faisceau. Vous avez dit, visiblement, on est consentant pour ça. Ah ben oui, la société moderne occidentale s'accommode très bien de la numérisation totale de la vie. Mais pourtant, on n'a pas l'air consentant pour être qu'un État central nous gouverne et observe tous nos faits et gestes. Vous plaisantez ou quoi? Tout le monde ne demande qu'une chose et concentre son effort pour s'appareiller le plus possible avec le truc du dernier cri, des caméras de vidéosurveillance partout, des algorithmes qui contrôlent absolument tout ce qui est fait. Enfin, moi, je vois le consentement parfait. Les seuls qui sont pas consentants, c'est ceux qui débranchent. Comment? Avec une certaine insouciance. On a l'impression qu'on est sur son téléphone, on se rend pas forcément compte qu'on est contrôlé, épié, observé. C'est un consentement, on va dire, tacite. Qui est pas... Probablement. Oui, c'est peut-être une inconscience. Mais ça, moi, j'y peux rien. Mais vous avez raison, oui, certainement. C'est-à-dire que la proposition est tout de même assez alléchante, puisque en s'équipant, en décidant de remettre toutes ces décisions et tous ces besoins comment peut-on appeler ça, à la révolution du numérique, oui, en décidant qu'elle va vous épauler dans tous les champs de décision, de conduite et de besoins de vos vies. C'est quand même assez alléchant, parce que c'est vrai que les choses sont plus commodes. Alors, dans ce cas-là, comment résister à cette tentation? Que tout soit plus facile, plus léger, plus rapide. Mais tout a un prix. C'est la fable de La Fontaine du chien et du loup.
vous tapez le chien et le loup.com, vous verrez cette fable qui n'est pas encore, que la matrice d'ailleurs devrait détecter comme une critique profonde d'elle-même. Parce que qu'est-ce que c'est que la fable? C'est le chien qui dit au loup, viens chez mon maître, tu auras la pâtée tous les soirs, c'est merveilleux. Et le loup dit, ah bon, mais c'est extraordinaire, je te suis. Et soudain, le loup se rend compte que le chien a le cou pelé. Alors le loup lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu le cou pelé? Et le loup dit, parce que j'ai un collier. Ah bon, dit le loup. Et là, le loup comprend que tout a un prix, et si on veut la pâtée, ben on aura le collier. Donc le loup s'enfuit. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'analogie, mais moi, elle me semble évidente avec la proposition digitale totale et massive. Vous dites justement que vous connaissez toutes les échappées possibles aujourd'hui dans notre monde. C'est quoi, selon vous, la vraie liberté? C'est d'abord le mouvement. Et comme le champ de cette liberté se rétrécit, je demande à l'impraticabilité des lieux physiques, donc par exemple au pied de la mer, de me conduire vers des espaces où elle vibre encore. Je vous arrête un instant, si vous êtes jusque-là dans la vidéo, c'est qu'elle vous plaît. Pensez bien à vous abonner pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo comme celle-ci sortira sur notre chaîne, et c'est super important pour nous soutenir. Je vous laisse. Est-ce que vous avez vu Kaizen, le documentaire d'Inoxtag, qui a grimpé l'Everest? Vous l'avez vu? Vous avez entendu parler? C'est un créateur de contenu, un youtubeur à plusieurs millions d'abonnés, qui s'est donné comme défi de grimper l'Everest. Ah bon? Comment vous le percevez, ça? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que des jeunes se lancent dans des aventures comme celle-ci, gravir l'Everest? De gravir l'Everest? Ouais. Bien sûr, c'est formidable. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, l'Everest? Ah non. Pourquoi? Pas du tout. Parce que dans l'alpinisme, il y a, à vrai dire, c'est un mot qui coiffe des dizaines de disciplines différentes et qu'on appelle l'alpinisme. Mais entre l'escalade des sommets de 8000 mètres avec ou sans oxygène et l'escalade des rochers de Fontainebleau, qui n'est pas moins difficile techniquement, il y a toute une gradation de possibilités d'expression de l'art alpinistique. Les falaises côtières, les falaises granitiques, l'escalade en artificiel, l'escalade libre, l'escalade rocheuse, l'escalade de glace, l'escalade de bloc. Vous pouvez trouver toute une grande panoplie de modalités. Et moi, j'en ai choisi d'autres que celles de la haute altitude. Mais enfin, voilà, l'escalade des sommets du 1000 mètres, je trouve ça fabuleux. Après, c'est du phénomène grégaire sur lequel vous voulez m'interroger ou... Aussi, également, c'est comment vous positionnez là-dessus. Est-ce que c'est justement vous n'avez pas choisi de graver l'Everest justement pour ça, parce qu'il y a un phénomène de mode, des queues absolues sur le mont d'Everest, ou est-ce que c'est juste parce que ça vous plaît pas de monter en altitude? Il y a un phénomène de mode sur un certain nombre de sommets qui sont identifiés comme des hauts lieux de l'expression médiatique, on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire, il y a un moment où l'individu veut se photographier, ou se montrer, s'exposer dans une géographie immédiatement identifiable médiatiquement. Alors, il y a l'Everest, il y a le Mont Blanc aussi. Et finalement, il y a le même principe. C'est un principe de grégarité qui fait qu'il y a des embouteillages. Parfois, je crois qu'il y a 200 personnes, parfois par an, le même jour au sommet de l'Everest. Enfin, c'est des choses qui sont absolument aberrantes. Mais tout ça n'est pas grave. Absolument pas grave. Parce que si ça rend heureux des gens, c'est très bien. Ça crée une économie pour les Sherpas. Ça crée une aberration absolue, mais qui n'est jamais rien d'autre que l'aberration finalement naturelle et normale de la connexion de 8 milliards d'êtres humains qui se connectent avec 8 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire un système de communication grégaire et massif ne peut créer que des comportements de ce genre. Vous pouvez pas créer une connexion mentale et morale de milliards d'êtres humains sans qu'il y ait automatiquement des réflexes de mimétisme. Et alors, c'est pas très grave, franchement, il y a quelques lieux comme ça qui sont dévastés par ce phénomène, et puis il y a tout le reste. Des sommets de 8000 mètres, il y en a 14, il y a même beaucoup d'antécimes. Des sommets de 7000 ou de 6000 mètres, il y en a encore beaucoup qui sont vierges.
Bien sûr, dans le Pamir, dans l'Hindu Kush, dans les montagnes du Kunlun tibétain, dans les abords du Changtang au plein milieu du Tibet. Mais pour tout ça, il faut ouvrir les atlas, il faut avoir de l'imagination. Donc il faut avoir un peu de temps. Donc il faut tout éteindre et ouvrir les livres et réfléchir. Et à ce moment-là, on peut trouver encore des espaces tout à fait vierges. Et si on n'a pas le temps, on va à l'Everest. Puis si on aime faire la queue, on fait la queue. Moi, ça me choque pas du tout ça. C'est tout à fait normal qu'il y ait des comportements différents dans l'humanité, et c'est très bien. Et sur l'impact que ça peut avoir justement sur l'Everest, notamment l'impact écologique, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Et je pose cette question aussi parce que vous, le fait que vous ayez grimpé des stacks, forcément ça va sans doute peut-être donner des idées, donner envie aux gens de grimper ça. Est-ce qu'il y a un peu cette responsabilité-là de se dire ok, on va grimper, mais on a envie de laisser intacte aussi la nature telle qu'on l'a découverte? Alors, pour répondre techniquement à votre question, nous on la laisse intacte, puisque sur le sommet du stack, on descend en général en rappel contradictoire, c'est-à-dire sans planter de piton au sommet. On n'installe aucun cairn, ces petits tas de pierres qui signalent une présence. On ne laisse rien là-haut. Il est arrivé qu'on plante des pitons, mais en général, le second de cordée les enlève. On n'a rien laissé là-haut. Sinon, quelques souvenirs et des paroles qui sont emportées immédiatement par le vent. Ensuite, sur le principe de responsabilité par l'incitation, c'est ça votre question, l'incitation qu'on pourrait, comme ça, exprimer pour d'autres d'aller grimper. Là, vous posez une question qui est terrifiante, parce qu'elle est morale. C'est la question de l'existence, en fait. Tout ce qu'on fait dans l'existence, à partir du moment où on considère qu'il a une incitation, ne serait-ce que le fait, par exemple, d'exprimer le bonheur de vivre. Et à ce moment-là, vous allez donner à d'autres l'envie de se reproduire, pour que d'autres êtres humains puissent jouir de ce bonheur de vivre. Alors, faut-il éteindre en soi l'expression même du bonheur de la vie? C'est une vraie question très difficile. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal encore à avoir l'impression qu'il faille que je rende compte de chacun de mes écrits au grand tribunal moral du Nouveau Monde. Maintenant, les queues sur l'Everest, oui, bien sûr, vous parlez, comment avez-vous dit, c'est des mots que je maîtrise assez mal, impact écologique. Oui, bien sûr qu'il y a une souillure qui est faite à la nature par la simple présence de l'humanité à la surface de la Terre. Ça s'appelle l'impact écologique. Alors, bien entendu, les bouteilles d'oxygène qui s'échelonnent du col sud jusqu'au sommet de l'Everest, toutes ces... Évidemment, mais on pourrait vous répondre... alors, si on vous fait une réponse de relativisation, on vous dit, mais les grandes villes, et les immenses couronnes industrielles, et les immenses traînées d'asphalte que représentent les routes qui strient la surface du monde. Et on pourrait même vous dire, ne faut-il mieux pas qu'il y ait comme ça quelques lieux d'extrême concentration de la grégarité qui permettent d'épargner à tout le reste de l'environnement de ces lieux-là, d'épargner la souillure. C'est possible qu'on dise ça. Moi, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à cette question. Il se trouve que moi, j'habite dans une ville, donc en cela, je suis aussi responsable de toute cette espèce d'énorme coupure avec le lien naturel. Mais j'essaye simplement de ne pas laisser trop de traces quand je grimpe des stacks. Alors maintenant, dire que j'ai une responsabilité en incitant les autres à le faire, là, je crois que vous allez trop loin dans le réquisitoire. C'est pas un réquisitoire. Pourquoi vous avez du mal à prononcer impact écologique? Parce que ce sont des mots qui n'appartiennent pas à mon vocabulaire. Parce que moi, je viens d'un monde où le management de la start-up n'avait pas investi le champ du langage. C'est-à-dire qu'on lisait des livres et on parlait comme avait parlé finalement la bibliothèque, en fait. Donc on disait la souillure à l'égard de la nature, ou on disait la blessure que l'homme inflige à la nature. On disait des choses comme ça. L'impact écologique, c'est des expressions qui sont merveilleuses, puis qui sont très efficaces. Simplement, c'est parce que moi j'ai 100 ans par rapport à vous et que je parle pas la même langue. Et que par exemple, quand je vois un poisson, je dis un poisson, je ne dis pas un stock halieutique. Quand je vois une fleur des champs, une anémone ou une ancolie, je ne dis pas de la biodiversité.
Et quand je vois un texte de Virgile, et quand je pense que saint Augustin est rentré dans sa cellule de moine pour se livrer à la tentative de restitution de ce qu'il avait capté dans la beauté du monde sur une feuille de papier, je ne dis pas qu'il a dégagé du temps pour créer du contenu. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est simplement ce sont des toutes petites distinctions de langage, et puis on se comprend d'ailleurs, même si on parle des langues parfaitement étrangères. Justement, vous préférez parler de beauté du monde plutôt que même de sa destruction. Est-ce que vous vous tenez justement à distance de l'écologie politique? C'est-à-dire que l'écologie radicale, je comprends très bien, moi, l'expression, de toute façon, toute expression radicale de défense de l'objet de son cœur, je le comprends. Mais l'écologie politique, quand elle devient une utilisation du discours sur la défense de la nature en vue de conquérir le pouvoir, alors ça, je me désarime totalement de ce mouvement-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus, finalement, d'effets positifs dans l'écriture d'un poème sur la nature ou dans l'approfondissement de la connaissance des plantes, des animaux ou des phénomènes climatiques ou cosmiques que dans l'imprécation politicienne en vue de conquérir une place à la députation ou à la chambre sénatoriale ou même dans un ministère ou même de conquérir le pouvoir tout court. Et là, j'aime pas beaucoup qu'on utilise la défense de la nature comme un tremplin ou comme un échelon de l'échelle qui vous mènera au plus haut poste. C'est toute la différence qu'il y a entre l'amour de la nature et l'écologie politique. Finalement, les deux font semblant de se battre pour le même sujet, mais les deux mouvements sont de nature différente. L'un émane du cœur, l'autre de l'intérêt. C'est pas pareil. Je sais pas si vous aviez suivi l'histoire de l'A69 qui s'était construite, comme projet de construction et donc de destruction de biodiversité, de beaucoup de biodiversité, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que justement là-dessus, il y avait une personne qui s'était mise dans un arbre, qui était restée dans un arbre et qui avait lutté de cette manière-là, ce que j'associe justement à l'écologie politique. Est-ce que même ça, selon vous, c'est de l'ordre du dérisoire, ça fait pas avancer les causes écologiques? Non, d'abord ça me rappelle que moi j'ai fait ça. Il y a quand j'avais 20 ans, je me suis mis dans des platanes parce que l'administration du Sud-Ouest, je crois, c'était le département de la Haute-Garonne, je crois, ou du Gers peut-être, qui avait décidé de faucher les platanes. Alors je m'étais installé dans un platane et les bûcherons étaient arrivés, puis ils n'avaient pas pu parce que j'étais là-haut. Et la présidente de cette association, d'ailleurs, s'appelait Madame Fauché. C'est extraordinaire. C'est peut-être même pour ça que j'ai agi, parce que moi, je ne recule jamais devant un bon mot. Et alors, je trouve ça normal qu'un jeune cœur aventureux et ardent s'accroche sur un pylône pour qu'il n'y en ait pas un deuxième, ou s'accroche dans un arbre pour qu'on ne l'abatte pas. Bien sûr, c'est formidable tout ça. Je ne serai jamais contre une expression. Puis quand bien même, d'ailleurs, je la trouverais inconvenante ou inutile, peu importe ce que je pense. Maintenant, c'est le grand mouvement que vous dites, c'est l'A69. Oui, c'était le grand autoroute que ce sont des combats, moi, qui me que je trouve tout à fait valables, mais c'est pas comme ça que je procède. Moi, je procède pas par un militantisme extérieur à moi-même. Je trouve que nous avons un premier champ d'intervention et d'action qui est nous-mêmes. Et que c'est déjà très difficile de gouverner son existence dans les quelques années qui nous sont imparties en essayant d'être le plus vertueux possible à tous les égards. Avec les siens, avec soi-même, avec les bêtes, avec les plantes, avec le ciel, avec le cosmos. C'est déjà très difficile. Alors moi, je commence pas là. Je commence par essayer d'avoir un empire sur moi-même avant de changer le monde. Je commence par essayer... D'abord, j'essaie de l'aimer et de le connaître. Et avant de changer les sociétés. Je milite pas trop pour un futur plus juste, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'essaie d'abord, moi, d'avoir une prise et une emprise sur moi-même. Ça s'appelle l'empire sur soi.
c'est banal ce que je dis, mais c'est banal, mais c'est très oublié, parce que c'est beaucoup plus facile de se projeter en se disant on va changer l'axe de conduite des sociétés avant de s'amender soi-même. Et la première réforme, elle commence par la réforme intérieure, et c'est celle que j'essaye modestement de mener, sans du tout prétendre que j'y arrive. Aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus rien à découvrir, quasiment tout est... très peu de choses sont à l'état sauvage, l'être humain est allé partout. Est-ce qu'on peut encore vivre des aventures aujourd'hui? Mais alors, d'abord, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à découvrir sur le plan euclidien, c'est-à-dire sur la projection de surface de la planète, la projection Mercator, cartographique, mettons. Il n'y a plus de taches blanches, comme on disait au XIXe siècle quand on regardait un planisphère. En revanche, il peut y avoir des tas de champs de découverte dans l'approfondissement des connaissances, en archéologie, en spéléologie, en océanographie, en sciences de la nature. On fait encore des découvertes, même d'espèces animales. Il y a des insectes, des oiseaux qui sont découverts tous les ans. Et qui sont, d'ailleurs, il y a une nomenclature. Si vous lisez la recherche ou pour la science, vous voyez des découvertes dans les champs de faune et de flore tous les ans. Alors, pour ce qui est de l'aventure de l'exploration géographique, il faut avoir de l'imagination. Il y a plus véritablement de grandes zones qu'on pourra découvrir, mais il y a une manière de redécouvrir les choses. Et par exemple, je suis désolé de revenir à ma petite aventure personnelle, mais les piliers de la mer, c'était une manière de redire quelque chose qui avait été rebattu, si je puis dire. Presque autant rebattu que la falaise par la vague. Mais l'exploration des falaises maritimes et des écueils et des îlots et des petites archipels, ça avait été évidemment déjà beaucoup exprimé. Mais moi j'ai trouvé un moyen de redire ce voyage et cette exploration des piliers de la mer en les joignant pointe après pointe. Donc justement, j'ai lu votre bouquin Les piliers de la mer que vous publiez aux éditions Albin Michel. Vous racontez donc ces piliers de la mer qui se détachent du littoral et ils paraissent indomptables avec l'océan, différents océans partout dans le monde. Vous racontez quand même que c'est dangereux, vous racontez même une chute qu'il y a eu avec votre acolyte qui monte ces stacks avec vous. Est-ce que c'est ça qu'on cherche quand on grimpe ces stacks, le danger absolu? Le danger accompagne l'alpiniste, mais je crois pas que ce soit ce qu'il cherche. Ce que je cherche en grimpant les stacks, c'est la poésie, c'est une forme de rêve, une forme d'accès à la liberté par l'impraticabilité, mais je considère que le danger peut être un aphrodisiaque de la vie, mais c'est sûrement pas ce qui conduit et motive l'aventure. Est-ce que vous avez l'impression qu'on recherche plus le danger aujourd'hui? Non, il faudrait répondre longuement à la question parce que on peut pas généraliser. Il y a des êtres qui le recherchent. Le danger n'est pas forcément une qualité qu'on cherche. C'est plutôt un instrument qu'on peut utiliser pour agir. En tout cas, la prise de risque. La prise de risque pour l'alpiniste, elle est ce qui le conduit au sommet. La prise de risque pour l'artiste, elle est ce qui lui permet de dépasser le canon académique. La prise de risque pour l'homme politique, elle est ce qui l'autorise parfois au courage. La prise de risque n'est qu'un instrument, c'est une technique. Mais le but atteint, il est tout autre. Celui qui cherche le risque comme motivation finale, c'est un acrobate, il fait des sports extrêmes, il veut verser un peu de tabasco, c'est-à-dire d'aphrodisiaque dans son existence. Mais à mon avis, c'est un mauvais usage de la notion de danger. Vous, ce que vous cherchez, ce que vous dites dans le bouquin, c'est ce moment, cet instant où vous êtes tout en haut et qui dure pas très longtemps en réalité. Est-ce que ça vaut le coup de passer du temps justement pour un instant très très court? Oui, au sommet du pilier de la mer, il y a une sorte de convergence comme une rencontre de tous les faisceaux de la beauté, de la liberté, d'une forme de danger qui a été vécue, et on a l'impression que tout ça se concentre sur une superficie qui est grande comme le dossier de cette chaise,
on se sent à la pointe de quelque chose. Puis en plus, il arrivait que parfois ces piliers de la mer n'aient jamais été foulés par un pied humain. Donc on avait cette petite impression qui est légèrement ridicule, qui est surfaite, qui n'a pas de sens, mais qui est quand même impressionnante quand on la vit, d'être le premier à atteindre un endroit. Or, ces endroits impratiqués se rétrécissent beaucoup autour de la Terre. Et pour moi, c'était un saisissement du cœur. Il y a une petite phrase qui m'a marqué dans votre bouquin, peut-être, je sais pas si pour vous ça paraît essentiel, mais pour moi ça m'a marqué. Vous dites, et vous parlez des oiseaux qui sont que vous dérangez un peu mais qui bougent pas. Vous dites, et nous leur murmurons que nous venons en amis puisque nous ne resterons pas. Est-ce que c'est finalement ça le charme de l'aventure aussi, c'est d'être toujours en amis, puisque de toute façon on reste pas sur place, on bouge de lieu en lieu. Oui, moi je crois que l'une des règles de l'art, c'est de ne pas s'attarder. Je le crois dans tous les registres de l'existence, dans les relations humaines, dans les relations d'amitié, dans les relations sociales. Je pense que souvent nous souffrons du fait que les choses se cimentent, se fossilisent, et ça s'appelle le poids de l'autre, le poids de soi-même d'ailleurs. C'est pour ça que prendre la route me semble être une solution assez massive et totale et qui est applicable à tous les instants. Alors quand on croisait les oiseaux sur les piliers, il arrivait parfois qu'on les dérange. D'ailleurs les fulmars, les pétrels fulmars nous crachaient au visage une acidité de rumen prédigérée. C'est leur système de défense, ça vous attaque la peau. Et alors là, on leur parlait en leur disant, on ne fait que passer, on s'en ira, et on les laissait tranquilles, et ils retrouvaient leur solitude extrême. Première règle de l'art, ne pas s'attarder. Ça, c'est André Gide qui dit ça dans son journal. Vous racontez aussi une anecdote, celle vous êtes sur l'île de Pâques, et un des gardiens du patrimoine de l'île de Pâques veut absolument monter avec vous, mais il le fait d'une manière particulière et décide de se déshabiller. C'est assez marquant, je trouve, comment vous racontez ça, et enfin, je sais pas si vous voulez peut-être même raconter un peu en détail comment ça s'est déroulé, et cette image-là que vous racontez aussi dans votre bouquin, qui est, vous le laissez monter tout seul, nu, face aux éléments. Il se retrouve tout en haut, tout seul. Alors c'était un garçon qui s'appelait Pétéro, il avait 70 ans. Il était le conservateur de la mémoire Rapa Nui. Les Rapa Nui, c'est la peuplade qui a découvert l'île de Pâques et qui a érigé ces statues de Moai que nous connaissons parce que nous les avons vues en photo, ces espèces d'énormes statues qui regardent l'horizon et qui sont encore un mystère. Et puis les Moai se sont écroulés parce que il y a eu des grandes sécheresses sur l'île de Pâques. Les Rapa Nui ont réinventé un mythe, qui est le mythe de l'homme-oiseau, composé du retour de l'éternel printemps qui revient, du retour des oiseaux migrateurs qui pondent des œufs sur les écueils. Et il y avait dans l'œuf le symbole de la reviviscence des choses et de l'éternel recommencement de la vie. Et voilà ce que c'est que le mythe Rapa Nui. Et ce garçon nous a autorisé à grimper un de ces piliers de la mer, de 60 mètres de haut, en 5e degré d'escalade, pas très difficile, mais quand même, il fallait savoir grimper pour pouvoir arriver là-haut. Il nous a autorisé à y aller, à condition qu'on l'emmène avec nous en grimpant. Il n'avait jamais grimpé. Et il voulait rejouer le mythe des Rapa Nui, de l'homme-oiseau, prier les oiseaux qui revenaient, enfin, se remettre complètement dans cette sorte de symbolique du recommencement éternel et cosmique des choses. Alors on l'a emmené grimper, et sauf qu'il il fallait lui mettre un baudrier, il a voulu se déshabiller intégralement. On l'a attaché, on lui a fait des nœuds comme ça. Dulac, mon ami, le guide de haute montagne, qui le hissait, moi je le poussais au derrière comme ça. Il était complètement à poil. Et on a grimpé au milieu des oiseaux fous qui nous tournaient en criant au-dessus de nous, des fous de bassin. Et il est arrivé là-haut, pleurant, saignant, maculé à la fois de ses larmes, de sel, de sang,
et de coulées de charbon, parce qu'il s'était, sur ces tatouages, il s'était fait des peintures maoris. Alors c'était un spectacle quasiment mythologique de voir ce fils Rapanui prier ses dieux sur un pilier de la mer qu'il atteignait pour la première fois. Est-ce qu'en 2025, si Sylvain Tesson avait 20 ans, il serait influenceur voyage? Pour cela, il faut. Alors, est-ce qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui produit du contenu sur des médias d'influence? Exactement, tout à fait. Alors, parce que moi, d'une certaine manière, est-ce que l'écrivain est un influenceur? Bah, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Non, mais si l'écrivain est un influenceur, bah oui, c'est ce que j'ai fait, moi. Quand j'avais 20 ans, je me suis aperçu d'extraordinaire plaisir de transformer une expérience vécue en mots. C'est merveilleux, quoi. Une expérience, conscience, verbalisation. Alors, je trouvais que c'était magique de continuer ma journée le soir à la lueur de ma lampe frontale sur un petit cahier. Si ça, c'est de l'influence, oui, je continuerai à influencer. Maintenant, s'il fallait passer par un appareil, peut-être que je suis pas sûr que je saurais m'en servir. Je suis vraiment très débile devant mais très débile à un point que vous imaginez même pas, quoi. C'est une angoisse profonde pour moi. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais. C'est comme les très vieilles personnes dans les EHPAD à qui on propose de faire des stages IPAD dans les EHPAD, quoi. Moi, j'ai pas encore fait le stage, donc je ne sais pas m'en servir. Et j'ai pas envie tellement, quoi. Je veux pas que mon destin soit gouverné par des puces, moi. Merci à vous qui regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez bien à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo comme celle-ci sortira. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!